Supply Chain Event 2025, on arrive au bout de la ligne droite, la dernière intervention de ce cycle de conférences et qui coche vraiment la case du retour d'expérience. En tout cas, on a bien un exposant accompagné non pas d'un client, mais de deux clients. C'est vrai que nous, chez Supply Chain Magazine, on coordonne quelque part ce programme de conférences que vous avez pu suivre. On est content quand il y a un exposant qui réussit à se mobiliser et à mobiliser autour de lui. Et je ne doute pas que le sens va être au rendez-vous. Je ne vais pas vous le livrer, mais je vais vous livrer la version vraiment synthétique, le titre qu'on avait donné à cette intervention, APS, EPM, les leviers qui transforment vos projets. Pochet et Yoplait témoignent avec OneHive. Et pour ma part, je reviendrai dans le cadre pour la partie questions-réponses qu'on aura sans doute le temps d'assurer en fin de cette présentation. Mais pour son animation, je laisse la place à Mathis de OneHive et nos intervenants du jour vont eux-mêmes se présenter ou être présentés par Mathis. Messieurs, on est parti pour 45 minutes. Merci beaucoup Maxime. Oui, en effet, très heureux de présenter cette table ronde, donc animée par OneHive, mais qui a pour but de faire témoigner Yoplait et Sodial, avec qui on a pu travailler depuis 2 ans. Comme toute bonne présentation, on va commencer par présenter les intervenants et leurs entreprises. Et Hugo, je peux te laisser déjà entamer. Merci Mathis. Donc, bonjour à tous, je suis Hugo Van Straten, cofondateur de OneHive et directeur sur les projets. On est vraiment ravis d'accueillir aujourd'hui Axel et Julien pour ce témoignage, avec l'ambition vraiment de vous partager un peu des convictions qu'on a communément sur quels sont les leviers qui font que les projets sont une réussite, à la fois bien sûr en lien avec la technologie sous-jacente sur laquelle on a travaillé, mais pas uniquement, et c'est sur ces différents pans qu'on reviendra durant la session. Donc, je suis Axel Rousseau, responsable des projets de transformation de la supply chain du pôle Calipac au sein du groupe Pochet. Et donc, Pochet est une entreprise familiale avec 400 ans d'histoire, dédiée au packaging de la parfumerie, de la cosmétique de luxe. Elle est organisée en plusieurs pôles. D'abord le pôle vert, ensuite Calipac, le pôle plastique et métal, Solève pour les décors et Aura pour tout ce qui est négoce avec nos partenaires. Merci Axel. Et Julien. Et donc Julien Triquet, bonjour à tous. Donc, je suis en charge des projets de planification à la DSI du groupe Sodial, dont fait partie effectivement Yoplait. Donc le groupe Sodial, c'est une coopérative d'éleveurs et de collaborateurs. Donc on a environ 9000 collaborateurs chez Sodial et 14 000 éleveurs, avec la particularité qu'on s'occupe de la collecte. Donc on a 20% de la collecte laitière française, de la production d'un certain nombre de produits et des grandes marques que vous connaissez du grand public, comme Yoplait. Donc on va adresser un certain nombre de tout le secteur laitier. Donc Yoplait pour l'ultra frais, Candia, le fromage avec Entremont, et de la nutrition spécialisée et des ingrédients également avec Eurosérum. Alors, pour le déroulé de cette table ronde, maintenant qu'on a les entreprises et les intervenants, donc l'objectif, ça va être un peu de continuer à présenter les projets qui ont pu avoir lieu et les roadmaps associés dans les différentes entreprises. Et après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec différentes questions sur justement qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces projets et qu'est-ce qu'on en retiendra. Julien. Alors effectivement, nous, on a démarré l'aventure. Alors on va parler pas mal d'Anaplan, donc l'aventure Anaplan en 2022, avec un projet Yoplait. Donc le projet Yoplait qui est le projet de planification du plan de production et du déploiement des stocks pour la France et le UK et l'Irlande. Le deuxième gros projet, c'est le projet ATL. Donc l'ATL, c'est l'entité qui s'occupe de l'allocation et du lait et aux différentes BU, aux besoins des différentes BU du groupe, dont Yoplait. Et le troisième dont je souhaite parler, c'est le projet de demand planning qui a été fait suite à l'acquisition des activités de Yoplait au Canada. Donc un projet de demand planning avec l'application préconfigurée d'Anaplan. Donc une roadmap très supply, on y reviendra plus précisément de toute façon par la suite. Et côté, à chaque fois, groupe Pochet, si ça va bien.
C'est les aléas du direct. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ma journée. Bon. Ok, ça remarche. Donc, et donc, du coup, côté groupe Pochet sur la roadmap. Donc, au niveau du groupe Pochet, à la suite du rebond après la crise du Covid, rebond dont l'effet bullwhip a déstabilisé l'ensemble de la filière, nous avons ressenti la nécessité d'avoir des outils de planification robustes, communs en groupe, et qui nous permettent de meilleurs échanges dans les équipes et des décisions plus rapides. Donc, on a mis en place un programme qu'on a vraiment scindé en plusieurs lots, plusieurs étapes, pour avoir des résultats au fur et à mesure de la démarche. C'est vrai qu'on va pouvoir voir quand on rentre un peu plus dans les détails, mais donc ce qui était intéressant pour nous en invitant différentes entreprises avec différentes approches, c'était aussi de pouvoir comparer un petit peu le déroulé des projets et voir chacune des approches, ce qu'elle peut apporter de positif, les points d'attention, etc. Avec donc des roadmaps et des projets de tailles différentes, dans des contextes qui sont pas toujours les mêmes, de temps en temps des remplacements de solutions, d'autres de plus de mise en place d'outils. Et donc voilà, l'idée c'est de comparer un petit peu ces différents éléments pour donner un peu nos convictions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces projets soient des succès. Donc l'idée, ça va être, donc on le disait, hein, il y a eu des approches un peu différentes, même si au final on touche à des périmètres relativement proches en termes de planification. En termes d'approche projet que vous avez adopté, chacun l'un et l'autre, comment est-ce que justement vous êtes organisé dans vos différents projets pour structurer ces projets de transformation? Donc notre approche a été une approche vraiment progressive, agile, avec des développements incrémentaux, des lots successifs et surtout une implication métier très forte dès le départ. Ouais, côté Julien. Côté Sodial, alors on a eu un peu toutes les approches. Donc on a eu le projet Big Bang avec Yoplait, donc remplacement de 2 solutions, donc OM Partners et Future Master sur la partie planification, remplacé par un appelant. On a l'ordonnancement de production qui a été implémenté sous Siemens, donc avec 3 sites de production également qui sont passés en même temps sur Siemens OP Center. On a la partie équation laitière, donc on a plutôt l'OTI, donc on travaille dans un premier temps le SNOP, puis le PDP, donc la maille plus fine. Et on a un projet plutôt très court avec le Canada, un projet en 4 mois, donc avec une approche un peu plus MVP, qui a été délivré effectivement en 3 ou 4 mois. Hugo. Ouais, 3 mois et demi, pour être un peu précis. Hein. Et c'est vrai qu'on a pu notamment, on y reviendra, mais on a pu capitaliser sur l'approche un peu des applications supply chain qui ont été développées par Anaplans et Release ces derniers mois. Et c'est vrai que ça nous a permis d'être un bon catalyseur du succès de ce projet de Demand Planning au Canada qu'on a pu démarrer. On a démarré mi-avril et on a fait un go live fin juillet. Donc, si je compte bien, ça fait 3 mois et demi. Ouais, en effet, si on veut après détailler plus précisément les différents projets, l'idée, je pense que ça ne va pas être de parler vraiment de l'outil, de qu'est-ce qu'on a mis dedans, etc. Là aujourd'hui, mais plutôt de parler vraiment projet et ce qu'on en ressort. Justement, il y a eu des approches différentes, il y a eu des projets légèrement différents. Quelles sont les réussites majeures qu'on ressortirait des différents projets, selon vous, quand vous regardez un peu en arrière? À notre niveau, ce qui était important pour la réussite, c'est chaque projet a été précédé d'une phase de cadrage précise, mais très pragmatique. C'est une application aussi métier très forte du terrain au sponsor. Et puis tout au long du projet, c'est une communication à 360 degrés. Côté Sodial, donc alors 2 éléments principaux. Je pense qu'on est sur des projets, notamment dans l'ultra frais, donc où on a eu énormément de complexité technique, mais aussi fonctionnelle liée au métier dans l'ultra frais, avec des DLC qui sont courtes, des stocks qui sont bas et une volonté de gérer toute cette planification à un niveau très fin dans un appelant. Donc ça a été un vrai challenge pour nous
de lancer ce projet-là. Donc la réussite, c'est déjà de l'avoir lancé, hein, et je pense que Yoplait, avec ce projet de planification à capacité contrainte, atteint et dans les très bonnes pratiques de la planification au niveau de notre secteur agro. On a également, donc le deuxième enjeu, c'est d'aller équilibrer avec l'équation laitière notre équation matière laitière. Pareil, hein, donc un projet avec beaucoup de contraintes. On a utilisé dans les deux cas l'optimizer d'Anaplan, et donc c'est une solution. Hein, donc il y a des solvers qui sont aussi difficiles à calibrer, et donc on a mis beaucoup de contraintes dedans. Donc une vraie satisfaction d'avoir sur ces deux projets-là pu délivrer le projet avec Optimizer. Oui, c'est vrai qu'après, nous, on le voit aussi avec notre œil peut-être un peu différent côté intégrateur, mais c'est sûr que c'est important quand on arrive dans un projet d'implémentation de solutions que l'ambition, elle ait été cadrée, que de manière réaliste aussi par rapport à la maturité métier, d'avoir conscience de où on en est à l'instant T et où on veut aller à la fin de ce projet, pour que derrière aussi toute la méthodologie, la gouvernance qu'on va mettre en place durant tout le déroulé du projet soit adaptée en fait. Parce que c'est pas pareil d'aller dire je fais un projet qui est simplement il y a un existant, je le remplace mais rien ne change, ou je pars d'un fichier Excel et en fait j'ai tout un process à mettre en œuvre, et donc la transformation métier qui va autour du projet n'est pas la même, et donc à chaque contexte nécessite le bon degré et le bon dosage sur les différents aspects de la gouvernance du projet. Et ce cadrage et cette vision réaliste de où on en est, je pense au début, c'est quand même un élément majeur de la réussite a posteriori du projet. Ouais, c'est clair. Et on l'a dit, et je pense que vous ne viendrez pas témoigner si ce n'était pas des réussites, les projets que vous avez pu mener. Pour autant, il y a quand même eu des difficultés. Quelles ont été ces difficultés sur ces mois de projet? Parce qu'à chaque fois, ça dure quand même un certain temps. Je dirais les principales difficultés qu'on a eues, c'était les phases de test, parce qu'avec Anaplan, on n'est pas dans un outil pré-packagé. Donc, on ne bénéficie pas de routines qui ont déjà été testées plusieurs fois. Il faut vraiment qu'on soit rigoureux là-dessus, notamment quand il y a beaucoup de calculs. Ça a été le développement des interfaces avec l'ERP. C'est confronter des démarches de développement assez classiques avec une démarche agile sur Anaplan. Et aussi, c'est maîtriser le cadrage tout au long du projet. Quand on est en démarche agile, il y a des fois, on risque un peu d'oublier le cadre global, et il ne faut pas se laisser embarquer par une fonctionnalité et passer trop de temps dessus. Il faut rester avec la big picture du début et des enjeux de départ. Du coup, effectivement, nous aussi, on a eu notre lot de difficultés. Après, je dirais que, donc, on y reviendra hein, sur la solution Anaplan un petit peu plus en détail dans la question suivante, je crois, mais que Axel l'a dit, Anaplan, c'est une solution ouverte. Donc, le vrai avantage, c'est qu'on peut tout faire. C'est aussi un inconvénient si on ne sait pas cadrer le besoin, ou on n'a pas suffisamment passé de temps à identifier quel était notre besoin fonctionnel. Donc, on a eu notamment le projet Yoplait, où par un manque de maturité hein, aussi sur côté système d'information, côté métier, un manque de recul sur nos projets. On a voulu trop en faire, trop en mettre, et du coup avec Anaplan, effectivement, c'est le risque, hein, si on veut trop en mettre, c'est que ça rend un projet qui est très complexe. Donc le vrai avantage, c'est qu'on a su le délivrer, ce projet. Par contre, effectivement, on ne l'a pas délivré dans les délais et dans les coûts qu'on avait ambitionnés au départ. Voilà, et je pense que ça, c'est un enjeu majeur, et c'est pour ça que nous, dans notre positionnement et dans l'approche qu'on a sur la plateforme, c'est vraiment hyper important d'être capable de comprendre quel est le besoin initial, là où il y a des points d'intention un peu majeurs et de risque, et pour les maîtriser. Et ça permet ensuite d'être plus respectueux en tout cas des timings et des jalons, et de comprendre ce qui va être structurant et dimensionnant, sur lequel il faut qu'on acte dès le début par rapport à une certaine latitude qu'on peut avoir dans certaines décisions sur le besoin fonctionnel plus au cours du projet. Il y a toujours, on va avoir toujours deux types un peu de décisions, des décisions qui sont structurantes parce qu'engageantes en termes de charge, de capacité à délivrer, etc., de décision et d'impact change métier, et d'autres qui sont finalement plutôt, est-ce que c'est plutôt ce KPI dans ce sens-là que j'ai envie de voir, croiser avec tel, et des choses où
on sait que ça peut être un peu difficile de se projeter en avance de phase sur ces éléments qui sont des enjeux un peu moins majeurs, mais qu'il faut aussi adresser au bon moment quand on sent qu'on a en face de nous une meilleure maturité client. Ouais. C'est vrai qu'on dit ça sur Anaplan, c'est je pense vrai sur pas mal de solutions qui peuvent s'en rapprocher. Si on s'intéresse du coup aux facteurs clés de succès que vous avez pu mettre en place ou pas, d'ailleurs, on l'a du coup pas mal répété, bien cadré. Je pense que c'est un point qui va ressortir majoritairement. Il y a d'autres éléments un peu importants comme ça à ressortir pour réussir ces projets. Julien, ouais, si tu peux. Alors, du coup, effectivement, tu parlais du cadrage. Je pense que la clé de succès d'un projet, le vrai facteur de succès, c'est de réussir son cadrage, d'autant plus avec des solutions ouvertes. Hein. Donc, c'est bien préciser, bien poser les hypothèses structurantes d'un projet au début et dès le cadrage. Le deuxième aspect, je pense que c'est de définir des critères de succès. Alors, ça rejoint le premier, mais en fin de phase de conception, se dire c'est quoi l'objectif dans le détail du projet, quel taux de service on vise, quel pourcentage d'override, par exemple, de notre solution on vise au niveau de la planification. Tous ces facteurs-là, il faut les définir parce qu'en planification de production, on aura toujours un planificateur qui va dire « Ok, mais j'aurais fait différemment du solver ». Et donc, en fait, effectivement, si on ne définit pas des critères de succès, on se retrouve dans des boucles infinies où on teste, l'intégrateur ajuste, on reteste, etc. Et effectivement, on sort d'une spirale où finalement, on ne sort jamais de cette spirale. Donc, je pense que c'est les deux principaux. Le troisième, c'est d'avoir une approche plutôt MVP par lot, si on peut, et par lot. C'est-à-dire que lotir notre projet, c'est hyper important. Éviter l'effet un peu Big Bang, et si on avait pu l'éviter, on l'aurait fait. Mais si on peut lotir un projet, également, c'est bénéfique. Je reviens sur le cadrage, c'est évident. L'alignement des besoins avec toutes les parties prenantes des cadrages, mais aussi tout au long du projet. Un sponsor fort, ça aide beaucoup. Et une communication permanente et aussi célébrer les succès. Ça, c'est indispensable pour pouvoir réussir à la fin. Ouais, non, moi je rajouterais juste le point et je rebondirais sur, à un moment donné, il faut savoir comprendre où et quand le projet va s'arrêter. Et c'est important d'avoir défini un peu ces critères ou en tout cas cette instance. Et c'est pas parce que le projet s'arrête que les équipes disparaissent dans la nature, etc., etc. Il y a forcément une gouvernance post-projet, on va dire, à mettre en place qui permet de sécuriser la pérennité des solutions. Mais il faut aussi savoir à un moment donné mettre un point final à un lot ou à une phase du projet. Merci. Donc on a dit qu'il faut assurer le cadrage, c'est important, on l'a redit et répété. Derrière, l'un des avantages quand on prend une solution type Anaplan un peu ouverte où on peut revoir ses besoins, c'est justement on peut se dire je peux attendre un peu d'être sur le tard pour ajuster et me rendre compte de ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on trouve le bon milieu entre justement dès le début cadrer hyper précisément les règles métiers, être hyper fin et ne plus y toucher, et à l'inverse, se dire on va être un peu agile, attendre un peu de voir pour délayer cette responsabilité-là. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça bien pour réussir nos projets derrière? Du coup, je pense que je peux prendre la parole pour répondre à cette question parce que c'est tout l'enjeu en fait, je pense, du positionnement et du rôle aussi de l'intégrateur dans un projet. En tout cas, nous, c'est vraiment l'ambition avec laquelle on accompagne les projets, d'être capable de faire comprendre dès la phase initiale du design ou de l'expression de besoin, etc., ce qui sont des choix vraiment décisifs sur lesquels on a besoin d'avoir des arbitrages forts dès le début. Et à l'inverse, ceux où c'est pas forcément nécessaire. Mais pourquoi? Parce qu'on a cette compréhension à la fois technique de ce que ça implique en termes de solutions, mais aussi voilà, on comprend l'enjeu du besoin métier et potentiellement on est aussi capable de proposer en disant ah oui mais là potentiellement c'est quelque chose qui est peut-être pas très dimensionnant dans un premier temps d'un point de vue métier et voilà, nous on joue pleinement ce rôle et c'est vraiment notre rôle avec cette espèce de multi-casquette pour être capable de faire ce lien justement entre tout le besoin et le delivery technique qu'il y a ensuite. Effectivement, l'aide du partenaire est essentielle dans cette phase de cadrage pour bien identifier les points clés. Il faut aussi avoir une vision globale de ce qu'on veut et s'y référer tout au long du projet. Le cadrage, il n'est pas juste terminé une fois qu'on a fini le cadrage et qu'on commence le projet. Il faut aussi savoir, on va avoir des difficultés,
Il ne faut pas se noyer dans une difficulté au détriment du reste du projet. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant dans l'organisation de projet qu'on a en interne chez nos clients d'avoir un face-off entre guillemets qui est capable justement d'être ce garant et de jouer l'arbitre en fait. Et si on a en face de nous de la même manière en interne côté client cette espèce de multicasquette, ça facilite complètement les prises de décision et c'est un peu le rôle que vous jouez tous les deux sur les projets. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ouais, je ne peux qu'appuyer en effet à trouver un sponsor qui ne part pas après le cadrage et qui est capable de maintenir ses avis au fur et à mesure du projet, c'est important. Vous avez des deux côtés choisi Anaplan dans les solutions que vous avez mis en place. Qu'est-ce qui amène à choisir un outil comme ça? Il y a plein d'acteurs différents, on le voit dans le salon, et il y a plein de solutions autres. Qu'est-ce qui a amené chez vous en tout cas le choix d'Anaplan en termes de solutions? Alors pour nous, le vrai aspect, c'est on l'a introduit, je l'ai introduit au début, hein, donc on est une société donc avec beaucoup de processus différents qui adresse tous les secteurs tout le marché du lait, on va dire. Beaucoup de processus, même si on a des processus communs au niveau SNOP, PDP qui sont communs à chacune des BU. Toutes les règles de gestion sont pratiquement différentes, hein. On a de commun dans ces BU que le lait qui est en amont. Donc, Anaplan, avec sa flexibilité, nous permet d'adresser un certain nombre de cas d'usage, donc de Yoplait à ATL, qui sont sur des périmètres complètement différents, et avec beaucoup de flexibilité. Donc, c'est vraiment ça qui a motivé notre choix. Pour nous, il y avait deux facteurs clés. Anaplan nous permettait d'avoir des projets très progressifs avec une valeur visible rapidement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est un outil, mais c'est aussi un écosystème avec des partenaires qui sont forts dans la supply chain et qui pourront nous accompagner dans l'ensemble de nos projets. C'est vrai que nous, on en a fait notre métier. Ça part aussi d'une conviction à l'époque que, à la fin, quand même, chaque entreprise reste unique et donc on doit être capable d'aller adresser les spécificités qui font la valeur ajoutée de chacune des entreprises. Et ça, on en est convaincu que la plateforme nous permet de le faire. Néanmoins, c'est sûr que avoir un standard et un package un peu initial, c'est sécurisant, ça permet d'aller plus vite, etc. Et c'est pour ça que là, les évolutions qui sont apportées par l'éditeur récemment sur notamment la suite Supply Chain sont pertinentes et vont dans ce sens-là et nous permettent voilà, à nous d'arriver un peu avec à la fois voilà, on embarque un certain nombre de best practices en natif dans la solution. Et puis en même temps, avec notre capacité à comprendre, à nous adapter aux enjeux du client, d'aller chercher ce qui fait la valeur ajoutée du métier de chacun. Et c'est ça aussi qu'on apprécie dans la plateforme, au-delà de toute la progression qui va autour aussi de la réalisation d'un projet sur lequel on aura l'occasion de revenir un petit peu après. Ouais. Une fois le cadrage réalisé, une fois le choix d'outils fait, il reste le projet à faire en tant que tel, le plus important. Quand on définit un peu comment ça va se passer, on a envie de mettre pas mal de personnes, de la DSI, des équipes, transformation, équipes métiers, opérationnelles, etc. Comment est-ce qu'on réussit à trouver une bonne cohérence derrière entre le métier, la DSI, l'intégrateur aussi qui va jouer son rôle, et comment est-ce qu'on constitue une bonne équipe pour notre projet? Allez, je me lance. Non, effectivement, enfin, ça va rejoindre ce que tu as dit, Mathis, hein. Donc, nous, le choix des ressources qui participent au projet, c'est forcément essentiel. Je pense qu'il y a une complémentarité à avoir entre un métier qui doit être fort sur ses process. Dans une solution ouverte, je vais le redire encore une fois, qu'il faut que le métier ait une bonne connaissance de là où il veut aller, quel écran potentiellement il souhaite réaliser. C'est aussi le rôle de l'intégrateur et potentiellement de cabinet de conseil purement métier, d'accompagner sur ce volet-là. Je reviens sur un cabinet d'expertise métier, hein. Le fait d'aller accompagner le métier sur ses process, encadrage, mais aussi en cours de projet pour maintenir le cap, c'est essentiel pour moi. C'est un des points où nous, on doit s'améliorer, on va s'améliorer sur les prochains projets. Et après, bon, je rajouterai forcément, je fais partie de la DSI, que la DSI joue un rôle important, hein, notamment dans des structures comme la nôtre, qui sont assez décentralisées au niveau des métiers, mais qui ont une DSI groupe. Assurer une cohérence de l'ensemble, c'est important pour trouver les synergies, trouver les axes de réutilisation aussi de nos solutions à travers le groupe. À notre niveau, il y a d'abord une gouvernance
stable et forte qui va permettre de prendre des décisions et des arbitrages rapides. Ça, c'est important. Chef de projet central. Chez nous, là, très orienté métier, mais il faut aussi qu'il ait une sensibilité technique pour comprendre les contraintes. Ça, c'est très important. Une équipe qui va être ancrée dans le terrain et qui va pouvoir porter tout le change management et naturellement un support fort de la DSI derrière. Donc, en synthèse, une bonne complémentarité, en fait, c'est la clé. Non, moi, je voulais juste revenir sur le fait que je trouve que quand on fait des projets, là, ça fait quand même quelques années qu'on en fait, on voit quand même beaucoup d'évolution chez les. Je veux dire, souvent dans chacun des projets, on a un espèce de rôle un peu qui est le champion en interne du projet, ou un ou plusieurs en tout cas. Et on voit vraiment à quel point le fait de se pencher en détail sur des projets de planification fait évoluer leur approche vis-à-vis de leur quotidien et de leur métier. Et donc, je pense dans le choix aussi des ressources un peu décisives de votre projet, donc que ce soit un product owner, un chef de projet, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, il faut avoir en tête que c'est potentiellement une personne qui demain aura une vraie compétence, un vrai savoir et une vraie maîtrise des processus de planification, et donc sur lesquels il faut pouvoir compter aussi dans la durée. Donc avec potentiellement peut-être de temps en temps des rôles, des binômes à mettre en place pour sécuriser, etc. Enfin voilà, j'ai des clients qui ont une approche avec même des niveaux d'ancienneté très différents en fait, qui se complétaient pas mal sur ces rôles-là. Donc c'est des bonnes idées que j'ai trouvées et que j'ai vues chez nos clients par exemple. Et ces personnes-là, une fois qu'on les a désignées pour porter un projet, comment est-ce qu'on fait déjà pour les embarquer, parce qu'il faut réussir à les faire un peu parfois sortir de dans quoi ils étaient, mais même après derrière, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que pendant tout le temps du projet, même s'ils se rallongent, ils continuent à être motivés Ouais, et du coup, là, je continue à prendre le relais sur la réponse, Mathis, mais c'est parce que je pense que c'est important de. Enfin, la méthodologie qui est associée au projet, elle est importante. Souvent, les projets de planification, ça peut quand même être des roadmaps de transformation qui durent souvent allez, 2 ans, potentiellement ça peut être 3 ans quand on a des grands projets. Et il faut quand même pouvoir engager les équipes sur la durée tout en étant capable de montrer des réussites rapides. Et donc, bien sûr, on parlait d'Elo, mais il y a aussi toute la méthodologie agile qui va avec l'implémentation des solutions, à être capable de montrer des écrans assez rapidement, d'être capable de projeter les utilisateurs dans la solution assez vite. De temps en temps, on va avoir aussi envie de faire un projet avec une entité pilote ou une région pilote et pas forcément les autres, mais à quel point on les embarque quand même en fait dans le projet. C'est des questions qu'il faut se poser en tout cas à chaque fois qu'on se lance. Et voilà, et on a aussi voilà, l'occasion de temps en temps d'organiser des semaines un peu où on repartage avec les différentes entités pour embarquer un peu tout le monde dans la transformation. Donc il y a une vraie stratégie projet finalement à définir, et il ne faut pas le négliger, parce que c'est ça qui permet d'aller plus vite dans les déploiements, de sécuriser l'adoption sur le long terme, etc. Donc, je dirais, le point que tu as mentionné, il est très vrai. Avec un appelant, on peut avoir des résultats visibles rapidement et tout au long du projet. Et ça aide énormément à embarquer toutes les équipes. Un autre point, c'est impliquer les acteurs terrain dès le lancement du projet. Ce n'est pas au moment du go live qu'on va les impliquer, c'est dès le début. C'est ensuite aligner le terrain, les sites, le comité de direction, les équipes centrales, et ça y travailler tout du long, c'est essentiel. Et puis il y a communiquer autour de ça tout au long, à 360 degrés, et célébrer des succès. Oui, d'ailleurs, on voit là, dans le projet qu'on a fait ensemble, où les équipes sont allées dans les différents sites de production, notamment pour montrer un peu les avancées sur la solution. Ça a été quelque chose qui a été, je pense, bien accueilli et facteur clé d'adoption. Tout à fait. On a fait des sessions de travail de l'équipe projet dans chacun des sites pour que l'ensemble des sites voient les équipes projet et s'approprient. Ça a permis d'échanger aussi avec les comités de direction des sites et d'impliquer des acteurs de façon beaucoup plus large. Vous avez dit beaucoup de choses, du coup je rajouterai juste un point, c'est que je pense qu'il faut, notamment les ressources métiers, mais c'est valable pour l'ensemble des ressources, c'est basique ce que je vais dire, mais anticiper les phases clés. On a des phases de test dans des solutions qui peuvent durer longtemps. Si les ressources ne sont pas détachées, les ressources métiers notamment, pour qu'elles s'approprient et pour qu'elles soient engagées, il faut qu'elles soient libérées. Donc bien préparer ces phases-là, quand est-ce qu'elles interviennent, combien de temps ça dure, combien de temps on les libère, tout ça, souvent on le sous-estime dans les projets.
et dans la gestion du projet. Ouais, tu parles des tests, on commence à parler un peu justement de cette partie fin de projet. Le projet, après, il a pour but d'être continué à être utilisé par la suite. Comment est-ce qu'on va préparer cette phase-là, un peu de post-projet, et comment on assure derrière la pérennité, en fait, finalement, de tout le modèle qu'on a pu créer? Alors, pour préparer la suite, déjà, effectivement, on en a parlé, mais il faut savoir clôturer un projet. Donc, pour ça, bien définir les critères de succès, bien s'y référer tout au long du projet, garder le cap. Ça ne sert à rien de faire de la surqualité en fin de projet. Donc, il faut pouvoir clôturer le projet et préparer l'après. Donc, préparer l'après, c'est travailler l'organisation qui va suivre, qui est le partenaire qui va accompagner en TMA, donc pour assurer la maintenance corrective et évolutive de la solution, quelles sont les équipes métiers, rassurer le métier aussi sur le fait que ce n'est pas parce que le projet se termine qu'on ne fera plus rien. Donc voilà, il y a le rôle aussi de la TMA. La flexibilité d'un plan permet de faire beaucoup de choses, soit via des modèles builders qu'on forme en interne, soit via des partenaires qui peuvent intervenir en post-projet. Donc voilà, c'est principalement ça. Je dirais la pérennité du projet, ça passe d'abord par l'adoption de l'outil par les équipes. Et donc ça, c'est vrai. L'implication des équipes, l'ancrage terrain du projet, c'est essentiel. Le deuxième point, c'est, comme tu évoquais les modèles builders, c'est le support post-démarrage. Et là, avoir une équipe de modèle builder interne qu'on fait monter en compétences progressivement lors du projet, c'est aussi un facteur clé. Nous, on met un point d'honneur à être capable d'avoir une vraie continuité dans les ressources qui accompagnent le projet du jour 0 au jour infini, entre guillemets. Et avec voilà, un vrai suivi ensuite, même dans les dispositifs un peu de soutien et de maintenance évolutive, quitte à ce que de temps en temps, après, ça bascule aussi en espèce de lot additionnel pour faire des évolutions quand le besoin se fait sentir au bout de quelques mois. Mais voilà, on assure aussi une continuité dans les ressources, et ça, c'est aussi un enjeu qui est important. En tout cas, de notre vision d'intégrateur, c'est un vrai facteur clé de réussite aussi dans la durée des projets. Merci. On va commencer à s'approcher de la fin. On s'est dit beaucoup de choses. Si vous deviez ressortir un peu 3 éléments, des conseils que vous pourriez donner à des gens qui vont se lancer dans des projets du même type, sur Anaplan ou des solutions proches, qu'est-ce que ce serait? Alors, on en a beaucoup parlé, mais je mettrais d'abord en numéro 1, avec Anaplan, il faut un cadrage pragmatique au départ, c'est essentiel. Deuxièmement, comme tout projet de changement, il faut impliquer le terrain, un sponsor fort et communiquer. Du coup, moi, je rajouterais 2 points, parce qu'effectivement, le cadrage, on l'a déjà cité plusieurs fois, c'est bien évaluer les bénéfices. Alors, on peut le faire en cours de projet, le mieux c'est de le faire en cadrage, mais les bénéfices versus les risques de chaque fonctionnalité qu'on met en place. Il faut que les fonctionnalités qu'on développe, elles aient une vraie valeur ajoutée, et surtout qu'elles ne mettent pas en péril le risque ou les livrables du projet, que ce soit en termes de timing ou de complexité. Et le deuxième aspect, on l'a pas mal cité aussi, c'est d'avoir une approche MVP pour que les équipes puissent s'approprier rapidement la solution. Donc nous, on va essayer d'appliquer cette démarche-là, de dire, voilà, rendre la main assez rapidement aux utilisateurs pour qu'ils puissent s'approprier la solution. Et du coup, moi, je rajouterais juste d'avoir un bon intégrateur. Pardon. Non, de manière plus sérieusement, je pense que les sujets c'est important d'essayer voilà, d'être réaliste par rapport à son ambition métier, de comprendre où on est à un instant T, où on veut aller, et peut-être le faire par étapes, découper en lots, c'est intéressant. Enfin, nous, on a des exemples de projets où voilà, on fait d'abord peut-être une amélioration qui est de 20% du process actuel, et puis ensuite, après, quand on aura un peu plus de maturité, on viendra chercher la deuxième partie. Donc, il faut aussi avoir entre guillemets, la lucidité pour être capable de proposer cette approche. Et puis, je dirais aussi de ne pas sous-estimer l'impact humain que les projets peuvent avoir, que ce soit sur voilà, engager les équipes dans la durée. C'est un des points importants. Et pour le coup, voilà, on essaye, en animant dans notre animation du projet, dans le dynamisme qu'on propose au quotidien, dans le déroulé par la qualité de nos équipes, d'être aussi un peu instigateur de ce changement. Et ça, c'est des points hyper importants. Et puis voilà, le dernier sujet, c'est vraiment d'avoir, à un moment donné, des gens qui soient aussi bien à l'aise dans la compréhension
des implications techniques du projet, du besoin métier et la vision un peu stratégie. Donc c'est pas si simple finalement d'avoir des ressources et des équipes qui ont cette vision un peu 360, mais je pense que c'est des maillons essentiels pour réussir ces projets. Merci à tous les trois. On a tenu le timing. On est même Mais plutôt oui, bien on a pour les même, questions. on a même 10 minutes pour quelques questions-réponses. Alors, le temps que vous réfléchissiez au vôtre, moi, je vais, si vous le permettez, poser une première question en m'inscrivant dans cette optique vraiment de management de projet que vous nous avez proposé sur scène. Mais au finish, on a bien compris qu'il y avait Anaplan au cœur de vos deux projets, que OneEye vous a accompagné sur l'intégration, mais on choisit d'abord un appelant et on se tourne et on se dit dans son écosystème qui pourrait m'accompagner, du moins comment se forment ces tandems. On choisit d'abord OneHive, je sais pas, mais... Je dirais pour nous, on les a choisis ensemble. On a choisi un couple, c'est Anaplan et OneHive. Je parlais d'un écosystème au préalable. C'est important d'avoir un outil qui peut être supporté par des intégrateurs dans nos besoins. Je dirais qu'avant de choisir le couple Anaplan, OneHive ou Anaplan intégrateur ou outil intégrateur, il faut déjà justifier le projet. Du coup, on ne va pas faire un projet pour faire un projet. Hein, donc nous, on avait des contextes différents. D'ailleurs, on l'a dit, hein, chez Yoplait, on avait une obsolescence à adresser. On avait une planification, des enjeux de planification chez Yoplait. Sur d'autres aspects, c'était un carve-out, donc une acquisition qui nous obligeait à aller vite et à implémenter une solution. C'est motiver le projet. Et une fois qu'on a motivé le projet, on choisit l'outil. Et une fois qu'on a choisi l'outil, effectivement, on choisit l'intégrateur. Surtout s'il est pure player. Ouais. Non, mais les modes de collaboration finalement sont assez divers et variés. On a de temps en temps certains de nos clients qui nous appellent qui ont déjà un appelant et qui ont besoin de travailler sur différents sujets avec un intégrateur. On va bien sûr de temps en temps dès l'amont avec les équipes Anaplan où on travaille en collaboration proche. Et puis ensuite, on a forcément notre réseau qui connaît aussi un peu la solution et qui souvent nous sollicite un petit peu aussi en avance de phase. Nous, on est notamment en partenariat avec les équipes d'Argon Enco et qui peuvent aussi nous demander un peu notre avis sur la faisabilité d'un besoin fonctionnel ou la pertinence en tout cas de positionner la plateforme sur certains sujets. Et donc, voilà un petit peu nous comment on finit par en arriver à faire des projets avec nos clients. Et au quotidien ou en mode hebdomadaire, je ne sais pas sur quelle fréquence, mais vous traitez avec l'intégrateur, avec l'éditeur. Quand il y a un cabinet de conseil comme Argon dans la boucle, du moins on traite avec tout le monde ou on avance à des rythmes différents et sur des sujets différents avec ces différentes parties? Alors, il y a des rythmes différents. Pour nous, on a eu un travail avec Argon, mais c'était dans la phase de cadrage. Donc, on était en cadrage avec Argon, et puis ensuite lors du projet avec OneHive, et puis il y a une phase de transition avec les deux. Et sachant que du coup, nous, lors de la phase de cadrage, on était aussi en soutien pour calibrer la faisabilité technique de certaines orientations du cadrage, voilà, et puis orienter sur le choix de solution étant donné l'architecture IT. Je dirais qu'on traite avec les deux, forcément. Donc, on a l'intégrateur qui a sa connaissance progressive, hein, une fois qu'il est monté à bord du projet, du business. On a un appelant qui connaît très bien son produit. Voilà, tout dépend des questions. Donc, en mode projet, forcément, on voit plus l'intégrateur qu'un appelant, même si un appelant reste impliqué auprès de ses clients. Mais on traite forcément avec les deux. Voilà. Et principalement l'intégrateur en mode projet. D'accord, je me tourne vers la salle. Il y a une question qui Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut commencer par un cadrage très solide. Votre tour d'expérience par rapport à vos besoins métiers fonctionnels, parce que c'est quand même le métier qui connaît le mieux ce dont il a besoin. Est-ce que vous avez eu beaucoup de limitations liées à l'outil? On voit aligner ambition, besoins et gouvernance. Est-ce qu'il faut aussi s'aligner avec les capacités effectives de l'outil? Ou est-ce qu'un appelant est, ce que je crois, suffisamment ouvert pour adresser tout dès qu'on sait ce qu'on veut faire? À mon avis, hein, je pense que c'est bien de rêver. Au début du cadrage, il faut
formuler son besoin. Et alors après, il y a des trucs qui vont peut-être pas passer, ne serait-ce que d'un point de vue coût, budget ou autre, mais d'un point de vue complexité, je pense que effectivement, comme toute solution et un appelant aussi, il faut être pragmatique. Je pense qu'il faut mesurer. Voilà, on peut tout faire, donc c'est un vrai avantage. Par contre, potentiellement, plus on fait, plus c'est complexe, et plus c'est complexe, moins c'est maintenable. Donc, est-ce que c'est souhaitable après les projets d'aller maintenir une solution où ça repose sur une ressource ou deux qui l'ont mis en place et que c'est difficile à passer et qu'on n'arrive pas à transférer la compétence ou la connaissance sur un projet. Voilà. Donc on a eu un peu les deux modes effectivement chez nous. Donc on a des projets très très complexes, des projets un peu moins complexes. Un appelant dans tous les cas où certaines solutions du marché savent répondre. Après effectivement ça met plus ou moins de temps à répondre. Hein. On a des solvers nous qui mettent plus de 30 minutes, 1 heure à tourner. Parce qu'on y a mis beaucoup de complexité. Au final, on a réussi à l'adresser. Je dirais effectivement, avant le cadrage, on a fait quand même une préétude pour essayer de se dire est-ce qu'un appelant peut répondre à nos besoins métiers. On a d'ailleurs affiné et précisé en phase de cadrage. C'était sûr qu'un appelant, on y arriverait, mais est-ce qu'on y arriverait facilement ou est-ce que ce serait très compliqué, trop laborieux? Est-ce que c'était pertinent? Donc, dès la préétude, et puis il faut le confirmer en phase de cadrage. Après, c'est trop tard. Peut-être une autre question? Il y en a une là. Bonjour. Vous avez évoqué, je crois, les applications pré-packagées d'un appelant. Je crois que c'est Sodial. Hein. Vous avez utilisé une de ces applications. Et le retour d'expérience spécifique de ça, c'est quoi? C'est justement, il a fallu beaucoup se conformer à ce qui était dans l'application et ça n'a pas été une difficulté? Alors, je vais faire le retour macro et je vais laisser le retour client Hugo compléter parce qu'il a plus baigné dans le projet que moi. Le retour que je peux faire, c'est qu'effectivement, ça a été beaucoup plus rapide que les précédents projets quand nous on a mené avec un appelant. Aussi parce que le périmètre était moins complexe, mais forcément, on a une phase de feed gap entre les process qui sont hébergés, qui sont en natif effectivement dans l'application et nos process à nous. Le pourcentage de gap, là j'avoue, je te laisserai répondre Hugo, mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement l'application elle est bien pensée et que nous ça nous a permis d'aller très vite et d'avoir des indicateurs qui étaient plutôt bons. Donc on avait un forecast, donc c'était un projet de demand planning, donc un forecast accuracy qui était au niveau de la France après quelques mois. Donc les résultats étaient plutôt positifs et assez rapidement. Je pense que, alors, déjà il y a un point, c'est qu'on a fait un sujet de demand planning et que sur un volet de demand planning, le standard quand même c'est particulièrement adapté. Et je pense que c'est vrai, quel que soit l'éditeur, ce que je suis en train de dire à mon avis. Et donc ça, c'était très bien. Moi, vu de ma fenêtre, l'application de demand planning, enfin, voilà, elle coche toutes les cases. Ça permet d'aller vite. On est allé. Enfin voilà, c'est hyper important. Ça permet de présenter des best practices sans avoir à potentiellement à les build. Donc en fait, on peut juste enchaîner tous les ateliers durant 3 à 4 semaines en fonction des disponibilités métiers. Et là, on va être capable de dérouler tout un process entier de demand planning. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ces 4 semaines à peu près, normalement, on a couvert tout le projet. Sur le principe, on pourrait go live. Mais là, à ce moment-là, on a toujours des besoins en termes peut-être d'ajustement un peu d'ergonomie, une revue un peu multiniveau ou sur un axe croisé qui potentiellement n'était pas prévu dans le standard et qui est important parce qu'en fait, les promotions sont gérées à telle maille et qu'on n'a pas trop le choix, etc. etc. Et donc, voilà, dans le mix, on a passé 4 semaines à faire du standard et on a fait 4 semaines un peu plus de customisation. Mais finalement, dans le pourcentage des fonctionnalités utilisées, 90% des fonctionnalités, c'est du standard. Et même encore aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui sont du standard où on est en train de faire une phase 2, mais dans laquelle on implémente, on fait du change sur le standard de l'applicatif et pas du build de customisation. Donc le terrain de jeu, il est assez large. Et c'est pas parce qu'on a, et c'est ça aussi la force d'un appelant, c'est parce que dans le standard, on a quelque chose qui couvre un besoin qui est très profond, poussé, qu'on est obligé de cocher toutes les cases. On peut désactiver un certain nombre de fonctionnalités dans un temps 1 qu'on n'utilise pas et qu'on pourra activer dans un temps 2.
Moi, j'ai une autre question. On a bien vu que vos projets, alors projet avec un S, parce qu'on a à chaque fois, différents lots. Avec le volet demand planning. Alors ça correspond à des besoins différents. Est-ce que ça correspond aussi à des populations différentes? Parce qu'on dit métier, mais dans les métiers de la supply, au finish, il y a quand même des profils d'utilisateurs qui sont très différents. Et est-ce que ça peut être pertinent d'avoir justement un découpage ou un allotissement de son projet autour des métiers pour pas bouleverser tout le monde à la fois, peut-être aussi pour créer de l'envie chez les métiers qui voient que voilà, leurs collègues bénéficient du projet. Est-ce que c'est pertinent d'avoir un découpage en fonction de la population d'utilisateurs adressés? Alors oui, effectivement, nous on fait pas le projet par population, donc on le fait par périmètre fonctionnel. Et il se trouve qu'effectivement, dans le périmètre fonctionnel, dans la planification, on va adresser une population de planificateurs ou de réapprovisionneurs, parce on déploie aussi les stocks dans les plateformes, donc on avait un double enjeu. Donc on adresse, de par les projets, différentes populations. On va adresser, si on adresse un périmètre de prévision de vente, des prévisionnistes. Voilà, donc potentiellement, dans le même projet, on adresse plusieurs populations et potentiellement, le fait d'aller déployer cette solution dans d'autres BU du groupe, ça va adresser d'autres typologies de populations. Nous, par exemple, l'opportunité qu'on a avec un appelant, mais avec un projet de planification, c'est qu'en digitalisant certains process, ça amène des populations qui n'utilisaient pas ces solutions-là à aller dans l'outil. Donc on a potentiellement des viewers qui n'utilisaient pas du tout d'outils, qui se sont dit, bah, OK, là, j'ai tout ce qu'il me faut dans cette application-là. Alors, il se trouve que c'est une application de planif, donc je vais aller me connecter, je fais des vues dédiées, on peut gérer les rôles, on peut gérer les accès. Non, mais c'est clair. Pour illustrer ça de manière plus concrète, on a un autre de nos clients qui faisait tout un demand planning et où on descendait jusqu'à une maille client-produit, on faisait intervenir les équipes commerciales et finalement, on a un peu par suite naturelle embarquer la gestion des accords commerciaux, le pilotage de négo commercial dans la plateforme, parce qu'en fait, c'était tout corrélé avec les prévisions et ce process de prévision de vente. Et ça génère de l'envie. Franchement, les gens sont jaloux les uns des autres. Et c'était une question à double détente parce que justement, je me disais, il y a peut-être des métiers qui pour l'instant n'ont pas été embarqués ou adressés. Je pense notamment, vous n'avez pas vraiment évoqué le volet commercial, peut-être finance. Est-ce que ça fait partie de vos feuilles de route respectives? On va voir, mais le volet commercial, il est forcément embarqué un petit peu avec le demand planning. Il est embarqué aussi avec le SNOP. Et la finance, c'est aussi embarqué dans les deux, aussi embarqué un petit peu dans le PDP, donc ils viennent derrière. Par contre, on a dit, il faut qu'on embarque, il faut qu'on fasse des projets d'un tout qui soit cohérent, et un tout qui est cohérent, c'est un process, des équipes, c'est ensemble. On a peut-être le temps pour une dernière question. Ou alors, on va vous laisser retourner à vos projets multiples et variés. Merci en tout cas, messieurs, pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci.